Bonjour. Pour beaucoup, l'année 1935 n'interpelle pas les mémoires tant en ce qui concerne notre histoire nationale que notre histoire européenne. Pourtant, c'est oublier que l'histoire, précisément, est un enchevêtrement de causes et d'effets, que par exemple, la Première Guerre mondiale est liée au XIXe siècle, tout comme la Deuxième Guerre mondiale est liée à cet entre-deux-guerres, à ces fameuses années 1919-1939. Nous aimons, dans cette émission Un jour dans l'histoire, sortir des limites chronologiques imposées le plus souvent dans un souci de simplification. Sortir des limites classiques de notre historiographie, c'est ce que nous propose aujourd'hui Stéphane Courtois à travers l'étude du totalitarisme. Stéphane Courtois, qui a dirigé le fameux livre noir du communisme, a réuni 3 colloques en 2000, 2001 et 2002, a réuni plusieurs historiens et universitaires afin de se pencher sur ce concept de totalitarisme propre au XXe siècle. De ces 3 colloques, des actes ont été publiés. Un premier tome paru en 2000 chez l'Âge d'Homme et intitulé « Quand tombe la nuit », et un deuxième tome qui vient juste de paraître chez le même éditeur, intitulé « Une si longue nuit ». La nuit, évidemment, il s'agit du totalitarisme, et c'est cette année 1935 que Stéphane Courtois retient comme étant l'année de la montée en puissance des 3 totalitarismes que je cite dans leur ordre d'apparition dans notre histoire, le communisme, le fascisme italien et le nazisme. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Faut-il encore vous présenter? Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes intervenu à l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique pour présenter le personnage Staline. Une intervention que l'on peut retrouver sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques à smp.fr. Et cette recension, ce texte, est également disponible dans Personnages et caractères, un livre dirigé par Emmanuel Leroy-Ladurie et paru aux éditions des presses universitaires de France. Alors, ma première question, Stéphane Courtois, sera une question, si vous me le permettez, un peu biographique. Vous faites partie d'une génération qui a vécu le communisme de l'intérieur, puisque vous êtes un ancien maoïste, vous ne vous en cachez pas. Et ça sera ma première question. À quel moment de votre vie avez-vous renié cet engagement ? Je ne sais pas si je l'ai renié, mais en tout cas, je l'ai quitté. Bon, ça c'est une chose. Et je l'ai quitté. Et d'ailleurs, je n'étais pas tout seul. Nous l'avons quitté collectivement très tôt, puisque moi j'avais 20 ans en 68, et j'étais en plus étudiant à l'université de Nanterre, donc inévitablement je suis tombé, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite sans le vouloir. Enfin, en le voulant aussi, bien entendu. Et donc, c'est comme ça que je me suis engagé effectivement très, très fortement dans un petit mouvement maoïste. Et curieusement, ce mouvement, à l'été 1971, donc vous voyez, à peu près 3 ans plus tard, a décidé collectivement d'arrêter ses activités. Après plusieurs journées de discussions acharnées, et nous avons été en fait le premier groupe gauchiste post-68 à décider d'arrêter ses activités, tout simplement parce que nous pensions que nous étions en train de faire de grosses bêtises, disons. Ces grosses bêtises, c'était tout simplement que nous avions le choix entre arrêter ces activités ou bien alors partir dans une fuite en avant qui était tout simplement l'organisation de la lutte armée en France. Bon, on sait comment ça s'est terminé en Allemagne, la bande à Bader, en Italie, les Brigades Rouges, en Espagne, le TA, etc. Bon, donc on a fait ce choix, on a considéré que le jeu n'en valait pas la chandelle, y compris par rapport à nos idées. Nos idées qui étaient des idées de mai 68, c'est-à-dire de plus de liberté, etc. Et on a pensé que peut-être lancer une lutte armée en France en 1971, c'était peut-être pas le meilleur moyen d'aller vers plus de liberté, tout simplement. Donc ça, c'était la première rupture. La cessation des activités de cette organisation. Et puis ensuite, vous savez, le chemin est très long pour abandonner petit à petit les uns après les autres les oripeaux de ces engagements dans des mouvements qui, il faut bien le dire, sont des mouvements totalitaires. Je pense que la rupture définitive, ça a été le livre noir du communisme, parce que là, et peut-être presque à notre grande surprise et à la surprise des différents auteurs de ce livre noir, qui venaient tous de l'extrême gauche, nous avons été confrontés vraiment brutalement, au cours même de notre travail d'historien, à la dimension vraiment criminelle de ce type de régime. Et on en a même nous-mêmes été surpris, si vous voulez. Et je me souviens de nos discussions internes pendant la préparation du livre. Nicolas Werth en particulier, qui commençait à bénéficier des archives du système soviétique qui s'était écroulé, nous sortait des choses qui...
On lui disait, mais Nicolas, c'est pas possible. Et alors, bien entendu, en bon historien, il disait, mais comment? Mais j'ai les documents, mais je peux le dire, je peux le démontrer, etc. Bon, on était quand même un peu stupéfaits, je dois dire. Est-ce que vous avez, nous en discutions avant cette émission, une paternité avec le livre de François Furet, Le passé d'une illusion? Oui, effectivement, parce que... Il y a un contexte historiographique, je veux dire. Tout à fait. Et effectivement, il y a eu une espèce de virage historiographique entre 95 et 97. 95, donc janvier ou février, c'était la publication du livre de François Furet, Le passé d'une illusion, sur l'illusion communiste au XXe siècle. Or, j'avais beaucoup travaillé avec Furet à la préparation de ce livre, en fait. Puisque moi, je suis allé à Moscou entre 92 et 94 pour voir les archives, et j'y ai énormément travaillé, j'ai vu énormément d'archives. Et donc, Furet préparant ce travail, moi je travaillais à l'époque avec Annick Riegel, et donc Annick Riegel a dit à Furet, contactez Courtois, parce qu'il va énormément à Moscou, il voit énormément de choses, etc. Et donc j'ai eu avec Furet de très 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 longues conversations où je lui racontais d'une part ce que je voyais, ce que je trouvais dans les archives, et d'autre part toutes mes évolutions intellectuelles par rapport à ces archives, parce que c'est toujours pareil, l'historien, ça n'est pas un romancier, donc enfin, il est souhaitable que ce ne soit pas un romancier, et donc au fur et à mesure qu'on sortait des archives, on était stupéfait de ce qu'on découvrait. Si vous voulez, ça allait beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu penser au niveau du contrôle, au niveau de la pression idéologique, de l'endoctrinement, etc. Bon, et donc on a eu cette très longue conversation. Furet a sorti son livre. Je me souviens encore, comme il habitait à côté de chez moi, il est passé à la maison quelques jours avant la publication de son livre, et il m'a dit sur un ton un peu désabusé, quand je pense que j'ai encore travaillé 3 ans à ce livre et il va se vendre à 5000 exemplaires, etc. Bon, et puis, signe que que le climat intellectuel changeait, le livre s'est vendu à 100 000 exemplaires en France, il a eu 10 ou 15 traductions, je ne sais plus, et ça a été publié chez Robert Laffont. Et c'est à la suite de ça que le patron de Robert Laffont de l'époque, Bernard Fixot pour ne pas le citer, très impressionné et par le texte de Furet, avec qui il avait eu évidemment des discussions, et par le succès du livre, ce qui n'est pas indifférent pour un éditeur, a décidé de faire un livre sur la dimension criminelle du communisme. Alors qu'il venait d'ailleurs de publier un livre consacré au camp d'extermination nazi. Et donc voilà, et pour une fois, c'est clairement l'éditeur qui a eu l'idée du livre et qui m'a contacté en me disant voilà, on veut faire ça. Bon, inutile de vous dire que j'étais stupéfait quand il m'a annoncé ça. Enfin, ça me paraissait une espèce de folie. On sortait d'un climat qui était quand même encore très très dur dans les années 80, au début des années 90, etc. Dans l'université, au CNRS, dans les médias, on pouvait pas parler de ça. Bon, mais finalement, au bout de 15 jours ou 3 semaines de réflexion, je lui ai dit oui. Ensuite, il a fallu constituer une équipe parce que j'avais pensé au départ faire ça tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Et puis, plus j'y ai réfléchi, je me dis c'est pas possible. Il y a la Chine, il faut un spécialiste. Il y a l'Extrême-Orient, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a la Russie, il faut un spécialiste. Il y a l'Afrique. Il y a l'Europe de l'Est, il faut un spécialiste. Bon, ça touchait au monde entier. C'était impossible, il faut quand même être conscient de ses limites, donc il était impossible de faire ça tout seul ou même à deux. Et donc on a réuni une équipe qui quand même tient la route, puisque ce livre a été très violemment critiqué d'un point de vue politique et idéologique, mais je dirais que j'attends toujours avec impatience les critiques historiques. Je reviens un peu sur votre parcours intellectuel, si vous le voulez bien, Stéphane Courtois. Quelle a été la place de la revue Communisme que vous avez longtemps dirigée, que vous dirigez toujours d'ailleurs? Oui, ça c'est une place très importante parce que effectivement c'est une revue que j'ai créée avec Annick Riegel en 1981-82. Une revue trimestrielle, donc qui continue de paraître aux éditions L'Âge d'Homme qui ont été citées tout à l'heure. Nous en sommes quand même au numéro 80, donc ça commence à faire... Elle a commencé son œuvre en quelle année ? En 82. En 82. Les premiers numéros sont parus en 82. Nous en sommes au numéro 80. Et quand je me retourne, ou quand je vois ces 80 numéros sous mon nez dans ma bibliothèque, tous les jours, je me dis, on a quand même pas mal bossé. On a pas mal bossé. Et on a publié là énormément de choses en avant-première, énormément de travaux de jeunes chercheurs, français ou étrangers d'ailleurs. Et c'est l'avantage d'une revue, c'est que ça peut vraiment être
un support de recherche très souple et d'avant-garde, je dirais. On peut être vraiment à la pointe. Bon, quand on fait un livre, ça prend du temps, etc. Bon, une revue, si quelqu'un a fait un article de 25 pages qui est vraiment très intéressant, très neuf, etc., 3 mois plus tard, on peut le publier. Et en plus, c'était effectivement beaucoup de jeunes chercheurs, sachant que s'ils faisaient un bon travail, ils avaient quand même une chance de trouver à publication dans cette revue spécialisée, qui est une revue universitaire, évidemment. Bon, ça pouvait les encourager aussi, parce qu'il y a aussi ce gros problème, surtout dans le climat dont je vous parlais, en particulier des années 80, pour des jeunes chercheurs qui travaillaient sur le communisme et qui ne travaillaient pas forcément dans un sens hagiographique, de trouver à publier. Ce n'était pas évident. Alors, je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait des ministres communistes au gouvernement, ça ne simplifiait pas forcément les choses. Nous y reviendrons dans la troisième partie de l'émission. Alors, le livre noir du communisme a évidemment eu un très franc succès, plus de 31 traductions, ce qui est énorme, plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Est-ce que vous vous sentez comme un historien engagé, j'allais dire, face à l'aveuglement toujours? Il y a eu une suite au livre noir du communisme qui s'appelle Faisons table rase du passé. Dans ce livre, vous mettez l'accent sur cet aveuglement j'allais dire, certaines élites, mais non, certains écrivains et certains hommes politiques qui refusent de voir ces crimes. C'est un engagement pour vous aujourd'hui ? Ça l'est devenu. Quand nous avons fait le livre noir, ça a pris 1 an et demi, 2 ans. Nous avons eu tout un travail collectif avec le groupe des 5 auteurs principaux, etc. Je peux vous assurer que nous travaillions à l'époque dans un climat tout à fait calme, tranquille, simplement l'excitation de la recherche, des nouveautés, etc. Mais je vous cache pas que quand, à ma très grande stupeur, j'ai vu les réactions extrêmement violentes qu'il y a eu en France contre ce livre, je dirais que mon tempérament militant et de rugbyman aussi est remonté à la surface et qu'effectivement je veux dire, s'il y a des gens qui veulent la bagarre et la bataille même, ils auront la bataille parce que là on se bat pour des vérités absolument fondamentales qui ont été complètement masquées, occultées, travesties pendant des dizaines d'années par la propagande communiste. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'y ai moi-même adhéré à cette propagande très fortement pendant plusieurs années. Donc, il n'y a pas de quoi en être fier, puisque à l'époque j'étais maoïste. Si je me retrouvais aussi aujourd'hui en face d'un jeune chinois dont le père aurait par exemple été professeur d'université au moment de la révolution culturelle et assassiné par ses étudiants comme professeur bourgeois, je vois pas très bien comment je pourrais justifier mon engagement maoïste de l'époque, évidemment. C'est injustifiable, si ce n'est par par la jeunesse. Mais enfin, la jeunesse n'est pas une excuse non plus. Mais c'est vrai qu'il faut souligner ça quand même. La plupart de ces mouvements, que ce soit les mouvements nazis, communistes, enfin les mouvements totalitaires, se fondent principalement sur l'adhésion de la jeunesse. Parce qu'ils savent très bien que les jeunes sont inexpérimentés, ils ne connaissent pas l'histoire, ils sont inexpérimentés, ils sont enthousiastes. Donc, on peut manipuler cet enthousiasme et puis l'orienter dans un sens ou dans un autre. Alors justement, sur la jeunesse, est-ce que, je ne sais pas si vous fréquentez les lycées ou les collèges, visiblement, comme vous me le disiez, vous n'avez jamais été invité dans aucun collège de France ou dans aucun lycée pour parler de cette question. En revanche, est-ce que dans les manuels scolaires, vous voyez une évolution du discours ? Oui, ça bouge quand même un peu. D'abord, pour une raison simple, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a mis dans les programmes obligatoires la question du totalitarisme, ce qui est quand même important. Mais là, vraiment, ça dépend des éditeurs et des auteurs de manuels, parce que je peux vous assurer qu'il y a encore 3 ans, ma dernière fille qui était en terminale m'a rapporté son manuel d'histoire contemporaine. Je dois dire que j'étais vraiment très mécontent. Je ne citerai aucun nom, mais j'étais très mécontent. Si vous voulez, on continue. Alors, il y a des manuels qui sont vraiment bien faits et où les questions sont clairement abordées, mais il y a des manuels où on continue à dissocier, y compris dans la distribution des chapitres, ce qui est un moyen habile de masquer les choses, de dissocier, et dans les titrages, etc., de dissocier le totalitarisme qui est automatiquement attribué au nazisme,
Et puis l'expérience soviétique, comme on dit, qui elle n'apparaît pas du tout totalitaire. Bon, et on revient toujours à cette fameuse question fondamentale et qui est loin d'être tranchée dans les esprits, qui est la question de la comparaison entre ces deux grands systèmes de la première moitié du XXe siècle, qui ont quand même mis l'Europe et le monde à feu et à sang, qui étaient le communisme et le nazisme. Je reçois Stéphane Courtois, auteur du Livre noir du communisme. C'est un ouvrage collectif qu'il a dirigé en 97 et qui vient de publier le tome 2 des actes du colloque consacré au totalitarisme aux éditions du Rocher. Le titre de cet ouvrage, Une si longue nuit. On se retrouve dans... Un jour dans l'histoire reçoit Stéphane Courtois qui a dirigé le travail consacré au totalitarisme paru aux éditions du Rocher, Une si longue nuit. Alors nous avons évoqué ce livre noir du communisme. Vous avez pu bénéficier dès 1991 des archives à Moscou. Aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai pu lire que vous ne pouviez plus accéder à ces archives. Visiblement, en Russie, le travail de mémoire, le travail d'historien, le travail de mémoire également, ne peut plus se faire. Non, il faut pas exagérer, je crois. Il peut se faire, mais c'est vrai qu'il se fait dans des conditions, paradoxalement, plus difficiles, et nettement plus difficiles, que dans les années 92, 93, 94. Et effectivement, une partie des archives que j'ai vues à Moscou dans ces années 92-94, je pourrais les revoir aujourd'hui, mais les éléments les plus importants de ces archives sont aujourd'hui refermés. Ce qui est tout à fait stupéfiant, et d'autant plus stupide, je dirais, de la part des Russes, qu'ils savent très bien qu'à l'époque, j'ai fait faire beaucoup de microfilms de ces archives, de manière tout à fait officielle, que j'ai payé, donc ils savent très bien que je les ai, et que je peux sortir un certain nombre de choses, quand je veux, mais ça ne fait rien. Ils ont repris ces méthodes d'intimidation, et donc ils ont refermé une partie des archives. Les historiens russes qui travaillent là-dessus, je pense en particulier aux historiens de l'association Mémorial qui font un énorme travail pour restituer toute cette dimension criminelle du communisme, ce sont des Russes, ont énormément de difficultés, on leur met beaucoup de bâtons dans les roues, etc. C'est vraiment, je dirais pas que c'est héroïque, mais presque, de faire de l'histoire, de faire cette histoire du communisme en Russie aujourd'hui, oui. Comment expliquer cette attitude ? Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques politiques, mais enfin, il y a à la tête de la Russie aujourd'hui un monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est un lieutenant-colonel du KGB, et bon, chacun sait en Russie que le KGB est très largement revenu au pouvoir depuis quelques années à travers la présidence de Vladimir Poutine. Donc, et ces gens-là, évidemment, ne souhaitent pas beaucoup qu'on déballe sur la place publique un certain nombre d'activités de leur ancien employeur. Bon, donc c'est un peu le problème. Et le très gros problème, si vous voulez, pour aller vite à la différence du nazisme, en ce qui concerne le nazisme, la condamnation a été faite, le nazisme a été vaincu militairement, ses responsables ont été traînés au tribunal de Nuremberg, leurs crimes ont été condamnés officiellement, ils ont eux-mêmes été condamnés personnellement et un certain nombre ont été condamnés à mort et pendus. Bon, dans le cadre du communisme, d'abord, à Nuremberg, les choses se faisaient à chaud. Les gens, les responsables étaient là. Dans le cadre du communisme, les grands responsables, les Staline, les Molotov, les Kaganovitch, les Lénine, étaient morts depuis longtemps. Et surtout, il n'y a pas eu de défaite militaire. C'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas une instance extérieure et puissante qui aurait imposé tout ce travail de jugement, d'histoire, de mémoire. Le communisme s'est effondré sur lui-même en URSS, tout simplement parce que le système était absurde et que à partir du moment où on desserrait la terreur, eh bien, il arrivait un moment où les gens n'ayant plus de contraintes pour adhérer au système, le lâchaient. Et donc, il y a ce très gros problème, et dans toute l'Europe de l'Est, c'est la même chose, à des degrés divers. Il y a tout ce gros problème qu'il n'y a pas, surtout en Russie, il n'y a pas une force indépendante, alors qu'elle soit russe ou qu'elle soit extérieure, capable d'imposer, en particulier au niveau gouvernemental, ce travail d'histoire et de mémoire. C'est un très gros problème.
Et je pense que ça va empoisonner l'atmosphère pendant pas mal de temps encore, parce que, d'ailleurs on le voit très bien, hein, on a vu des tensions à certains moments entre la France et des pays d'Europe de l'Est, tout simplement parce que en Europe de l'Est, dans les pays d'Europe de l'Est qui viennent d'adhérer à l'Europe, et ce dont tout le monde se félicite, on n'a pas du tout la même mémoire du communisme que par exemple en France. En France, on a une mémoire glorieuse du communisme. Les résistants, le Front populaire, etc. Mais croyez-moi, en Hongrie, en Pologne, dans les États baltes, en Roumanie, etc., on n'a pas du tout ce type de mémoire. Hein. Et quand le livre noir du communisme a été publié et traduit dans tous ces pays, et je l'ai accompagné partout, avec énormément de débats publics, j'ai la plupart du temps été, pour dire les choses proprement, engueulé sur le thème « vous n'en avez pas dit assez ». Vous êtes resté largement en deçà de ce qu'il aurait fallu dire. Et je dois reconnaître aujourd'hui d'ailleurs que notre chapitre du livre noir sur l'Europe de l'Est s'avère effectivement très en dessous de ce qui est en train de sortir sur les crimes du communisme dans les États baltes, en Pologne, etc. Donc, mais ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le travail historique. Le travail historique, c'est un travail qui se fait en permanence et qui s'améliore en permanence. Hein, on découvre en permanence des archives, les historiens travaillent, etc. L'important, j'ai envie de dire, c'était un peu de donner le coup d'envoi. Et il n'y a pas de doute que le livre noir du communisme a donné un sérieux coup d'envoi. D'accord. J'en viens donc à votre livre Une si longue nuit. Pourquoi, Stéphane Courtois, la date de 1935 ? Oui, parce que la date de 1935, elle paraît très anodine. Mais la date de 1935... Je rappelle à nos auditeurs que les limites chronologiques du livre sont les années 1935-1953. 1953, là ça se comprend plus facilement, c'est la mort de Staline, évidemment. Donc c'est la fin, entre guillemets, de la phase la plus dure du totalitarisme soviétique. Mais 1935, pourquoi ? Mais en fait, à force de travailler avec nos chers collègues, puisque je travaille avec des collègues, dans tous ces colloques, je travaille avec des collègues français, des collègues étrangers de toute l'Europe, évidemment. À force de débattre et de discuter entre nous, je me suis aperçu qu'effectivement, la date de 1935 était très symptomatique parce qu'elle était le moment où ces différents régimes totalitaires, communistes, nazis et fascistes, sont passés à une phase de plus en plus active. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé à un totalitarisme de plus en plus affirmé, de plus en plus triomphant. Alors, si on prend l'Allemagne, c'est assez clair, puisque 1935, c'est la promulgation des fameuses lois de Nuremberg contre les Juifs. Donc là, la dimension totalitaire, antisémite, racialiste, apparaît officiellement à travers la loi. Bien. Pour l'Italie fasciste, c'est l'attaque de l'Éthiopie qui a marqué une espèce de réactivation très forte du projet mussolinien, à la fois guerrier, de contrôle de la société, etc. Et puis, pour l'URSS, 1935, on a mis 1935 par facilité, en fait il aurait fallu mettre 1er décembre 1934, c'est l'assassinat du fameux Kirov qui était le grand chef communiste de Leningrad, et assassinat longtemps attribué à Staline, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui avec les archives que ça n'est pas Staline qui a assassiné, qui a armé la main de l'assassin. Mais par contre, il a parfaitement et immédiatement compris l'intérêt énorme qu'il pouvait tirer de cet assassinat. Et donc, il a engagé tout le processus qui va mener à la Grande Purge, à la Grande Terreur de 1936-37, où on a quand même, en 14 mois, 700 000 personnes qui sont assassinées d'une balle dans la tête. Alors, vous expliquez bien que ce phénomène totalitaire, on le définit assez rapidement dans l'historiographie. Oui, alors le mot totalitarisme est un mot un peu tabou dans l'histoire contemporaine. Il y a des pays comme les États-Unis, par exemple, ou l'Angleterre, où dans l'université, il était quasiment tabou pendant des dizaines d'années. Tout simplement parce que c'est un concept qui dérange, dans la mesure où c'est un concept qui tend à interpréter le XXe siècle, une partie de l'histoire du XXe siècle, à travers l'émergence d'un nouveau phénomène politique, qui sont ces mouvements et ces régimes très particuliers qu'ont été le communisme,
à partir du 7 novembre 1917, quand Lénine prend le pouvoir à Saint-Pétersbourg, le fascisme italien et le nazisme. Bon, alors toute la question est de savoir si ces régimes politiques peuvent se rattacher à la définition classique des régimes politiques telle qu'elle est donnée, je dirais, depuis Aristote, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait nouveau et inédit? Bon, c'est ça la grande question. Et c'est un phénomène nouveau. Quelles sont, quelle est la définition, votre définition de ce totalitarisme? Le totalitarisme, c'est un mouvement et un régime à vocation dictatoriale, évidemment, mais avec des caractéristiques précises par rapport aux dictatures existantes qui ont parcouru toute l'humanité, et au moins depuis l'Antiquité. C'est premièrement le rôle de l'idéologie, phénomène tout à fait nouveau, c'est-à-dire que au nom d'un système de pensée et d'une vision du monde, on mène une politique extrêmement précise. Alors cette vision du monde peut être une vision raciale, elle peut être une vision de classe, entre guillemets, comme c'est le cas des communistes, la lutte des classes, mais il y a une idée centrale qui commande toute la politique. Bien, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, très nouvelle, c'est l'émergence de ces groupes de ce que Lénine appelait les révolutionnaires professionnels. C'est-à-dire des porteurs de cette idéologie qui sont organisés de manière extrêmement stricte dans un type d'organisation politique qui en fait est une organisation de type militaire, et qui est totalement homogène, organisation dont sont expulsés tous les individus qui ne pensent pas absolument comme le chef. Et ça c'est extrêmement nouveau, et avec un projet à la clé qui est tout à fait nouveau aussi, qui est la volonté de contrôler totalement la société. Alors ça, c'est très nouveau parce que des dictatures, il y en a eu des quantités, mais bien souvent de dictateurs qui se contentaient d'être au pouvoir, de s'enrichir, de liquider leurs ennemis personnels éventuellement, de faire quelques guerres, etc. Mais pas du tout avec le projet de contrôler toute la société, de contrôler la pensée de chaque individu. Bon, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Et autre chose extrêmement nouvelle, c'est la très grande brutalité mise en œuvre par ces mouvements et ces régimes, y compris contre leur propre population. Ça aussi, c'est une caractéristique très importante, le degré de violence qui est mis en œuvre par ces mouvements politiques, et qu'on n'avait jamais vu. Je veux dire, bon, l'extermination des Juifs par Hitler, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. L'extermination des koulaks par Staline, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. L'assassinat de 700 000 personnes désignées en fonction de leur catégorie sociale ou de leurs opinions politiques, comme c'est le cas de la Grande Terreur en URSS en 37-38, on n'avait jamais vu. Donc, on est là dans des phénomènes tout à fait nouveaux, qui d'ailleurs vont obliger le tribunal de Nuremberg en 1945-46 à définir un nouveau type de crime, qui est le crime contre l'humanité, et qui est un élément tout à fait inédit dans tout l'appareil juridique mondial. Alors, je ne tiens pas à revenir sur les origines, bien évidemment, du totalitarisme. Oui. Peut-être simplement, quel est le rôle de la Première Guerre mondiale dans l'émergence de ces totalitarismes? Est-ce que l'idée de masse, de guerre totale, et donc à terme d'extermination de populations entières, joue un rôle dans ce développement? Je dirais que ça joue un rôle très important dans la mesure où ça crée des circonstances favorables à l'émergence des mouvements totalitaires, à la fois par la crise énorme des sociétés qu'a provoqué la guerre de 14, évidemment, avec tous ces conflits extrêmement violents, les populations civiles impliquées, etc. Et puis les crises qui s'en sont suivies. Mais je dirais que ça n'est qu'un accélérateur, parce que le véritable inventeur du totalitarisme, eh bien, il faut bien le dire, même si c'est un peu historiquement incorrect, c'est Lénine. C'est Lénine, évidemment. Vous dites en 1902, 1903. Dès 1902. Son fameux livre « Que faire ?» et c'est le mode d'emploi de création du mouvement totalitaire, avec toutes les définitions qui sont là. Et ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que dès 1915-1916, la guerre, le phénomène de la guerre mondiale, de la guerre de 14, va peser énormément sur la pensée de Lénine, et en particulier, il va lancer un slogan fondamental qui est transformation de la guerre qu'il appelle impérialiste, c'est-à-dire la guerre en cours, qui est une guerre traditionnelle finalement, même si elle va aux extrêmes et qu'on n'a jamais vu à l'époque une guerre aussi violente
pour des raisons diverses, entre autres les raisons techniques, c'est-à-dire à partir du moment où on invente la mitrailleuse, ça fait beaucoup de dégâts, hein, mais il va donc proposer ce slogan, transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Donc c'est l'idée centrale de Lénine. Nous devons arriver à déclencher des guerres civiles au niveau national, au niveau international. Et c'est très exactement ce qu'il va faire à partir de 1917, avec une volonté absolument extraordinaire, il faut bien le dire. Il a poursuivi cet objectif, et ça a été l'objectif des communistes partout ensuite, susciter, créer par tous les moyens des situations de guerre civile. Parce que la révolution communiste ne peut sortir que de la guerre civile. Bon, c'est effectivement ce qui va se passer. Mais il est très intéressant de voir que la figure de Lénine reste encore une figure tout à fait taboue, je dirais, et même une personnalité intellectuelle aussi énorme, je dirais importante, que Hannah Arendt dans l'interprétation du totalitarisme. Elle a titré son grand œuvre, ses 3 grands volumes sur le totalitarisme, les origines du totalitarisme, mais à aucun moment elle ne nous dit il est né à tel moment, tout simplement parce qu'elle n'osait pas dire c'est Lénine qui a inventé la chose. Bon, et donc c'est assez étonnant mais bon, ça je travaille sur cette question parce que bon. Après s'être occupé du camarade Staline, il va maintenant falloir s'occuper du camarade Lénine. Stéphane Courtois, nous nous retrouvons dans... Un jour dans l'histoire reçoit Stéphane Courtois, historien, grand spécialiste du communisme, et qui a dirigé récemment plusieurs colloques, et il y en a eu un autre dernièrement, un colloque qui a donné lieu à des actes, comme c'est l'habitude, et ces actes ont été publiés aux éditions du Rocher. Il s'agit du tome 2, Une si longue nuit, l'apogée des régimes totalitaires en Europe, 1935-1953. Alors, vous distinguez, Stéphane Courtois, 3 périodes sur cette longue période 35-53. Bien évidemment, l'avant-guerre, la guerre elle-même et le triomphe du communisme après 1945. Donc, il serait bien évidemment trop fastidieux de revenir sur chacun des points. Je voudrais m'arrêter peut-être sur l'article d'Antonio Elorza et de Marta Biscaron qui sortent la guerre d'Espagne d'images d'Épinal qu'on retrouve encore aujourd'hui dans tous les journaux. Oui, bien sûr. Et effectivement, Antonio Elorza est professeur de sciences politiques à l'université de Madrid. Il sait d'ailleurs très bien ce que c'est que le totalitarisme, puisque lui-même est basque. Il s'est prononcé tout à fait publiquement et avec des ouvrages très importants contre l'ETA, et je dois dire qu'il faut le dire, il fait ses cours sous protection policière depuis plusieurs années. Et lors d'une des dernières découvertes d'une des caches de l'ETA, on a découvert une liste de personnalités à abattre. Il était en position numéro 10. C'est quand même pour dire que c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est que le totalitarisme, hein. Et donc effectivement ils reviennent tous les deux sur la guerre d'Espagne pour montrer qu'effectivement en dehors de l'image d'Épinal, les démocrates d'un côté, les fascistes de l'autre, les choses sont tout de même un tout petit peu plus compliquées, et qu'effectivement dans ce jeu espagnol il y avait entre autres des communistes qui bien entendu sous la férule directe, parce qu'en Espagne c'était sous contrôle total direct du NKVD, c'est-à-dire de la police politique de Staline, et de Staline lui-même, de ses envoyés du Comintern, c'est-à-dire l'internationale communiste, qui contrôlait entièrement le Parti communiste espagnol, mais qui contrôlait aussi les services de renseignement de la République, etc. Évidemment, on voit là le jeu dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire comment susciter une guerre civile. Bon, alors bien sûr, Franco y a mis du sien aussi, mais c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans cet article, c'est de montrer comment la violence entraîne la violence et comment il y a une espèce de montée comme ça aux extrêmes, vers une espèce où toutes les forces politiques sont entraînées dans cette espèce de spirale de la violence dont ensuite il est extrêmement difficile de sortir. C'est ça la grande difficulté, c'est ça le plus important, c'est de comprendre que on met le doigt dans un processus de violence qui au départ apparaît anodin, et puis on finit par arriver dans un processus qui monte aux extrêmes, et qui va monter aux extrêmes évidemment pendant la guerre, parce que là ça va être le déchaînement général de la violence, aussi bien nazie que communiste que fasciste italienne. Bon, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand dans notre groupe maoïste nous avons décidé d'arrêter, c'est parce que nous avons senti que nous étions en train de mettre le doigt dans ce processus de la violence. Alors,
Est-ce que nous avons eu peur? C'est possible, inconsciemment, ou est-ce que nous étions très conscients que ça n'était pas du tout vers ça que nous voulions aller? Mais enfin, la chose est là. Ces mouvements totalitaires insistent toujours sur la violence. La violence est leur moyen finalement d'action principale. Alors justement, dans cette violence, il y a la violence de la guerre, c'est l'objet de toute la deuxième partie de cet ouvrage Une si longue nuit. La guerre est un accélérateur du processus. Alors là, dans la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale est véritablement une guerre de mouvement totalitaire, une guerre idéologique. Bon, du côté nazi, du côté communiste, les choses sont très claires. C'est d'ailleurs un peu le problème, c'est que les démocraties, je ne parle pas de la France qui était hors jeu en 1940, mais l'Angleterre et les États-Unis, Roosevelt et Churchill, Roosevelt en particulier, a très mal perçu la dimension totalitaire du conflit, et en particulier du côté de Staline, ce qui fait que à la Libération, pendant 1 an ou 2, les Américains n'arrivaient pas à comprendre, à décrypter le comportement de Staline, qui n'était pas un comportement politique traditionnel pour se créer une zone d'influence, etc., qui était un comportement de totalitaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut, dont l'expansion est le mouvement naturel, qui veut imposer sa pensée, son type de régime, etc., au monde entier si nécessaire. Donc là, on a... Mais malgré tout, dans le pacte germano-soviétique, n'est-il pas, chez Staline, un comportement rationnel? Parce que... Tout à fait rationnel, mais simplement, tout à fait rationnel, mais de son point de vue idéologique. On nous explique toujours que le pacte germano-soviétique, qualifié par antiphrase de non-agression du 23 août 1939, était destiné du côté de Staline à retarder son entrée en guerre contre Hitler, parce qu'il savait très bien qu'il serait obligé. Mais ça n'est pas du tout ça. Nous avons maintenant les archives. Nous avons le compte-rendu de la réunion entre Georges Dimitrov, le chef de l'internationale communiste, convoqué au Kremlin le 7 septembre 1939, et à qui Staline explique la manœuvre. Nous faisons une alliance avec les nazis, ce qui va déclencher la guerre, parce que Hitler étant tranquille du côté de son front Est par rapport à la Pologne, il va attaquer la Pologne. D'ailleurs, le 7 septembre, il l'a déjà attaqué. Et donc, la France et l'Angleterre sont entrées en guerre. On a donc un conflit entre ce que Staline appelle, comme Lénine d'ailleurs, les puissances impérialistes. Dans l'esprit de Staline, ce conflit va durer, comme la guerre de 14, 3-4 ans. Et de cette guerre, qui va affaiblir considérablement les grandes puissances européennes, eh bien, sortira la révolution. Parce que l'URSS, elle, sera à l'abri du conflit, aura renforcé considérablement son armée et ramassera la somme au bout du jeu. C'est expliqué noir sur blanc. Donc, et c'est tout à fait logique. C'est ça la logique. C'est une logique strictement léniniste. Staline n'a rien inventé. Il n'a fait que, sur ce point, que copier son maître Lénine, dont il était d'ailleurs très proche pendant toute la Révolution jusqu'en 23. Bon, et c'était ça l'objectif. Et c'est un objectif en grande partie atteint quand on regarde 1945. L'Allemagne est détruite, la France ne pèse plus en Europe, l'Angleterre est dans le camp des vainqueurs, mais elle est tellement affaiblie que elle ne peut plus faire grand-chose. Et Staline n'attend qu'une chose, ce que très naïvement lui a confié Roosevelt à la conférence de Yalta, qui est nous retirerons nos troupes d'Europe dans les 2 ans qui vont suivre la fin de la guerre. Donc Staline, qui vient déjà de s'emparer de la moitié de l'Europe à l'Est, n'attend qu'une chose, c'est que les Américains retirent leurs troupes, et là, il viendra jusqu'à Paris. Et il ne s'en cache pas, d'ailleurs, nous avons des sténogrammes aujourd'hui, des rencontres entre Maurice Thorez, le chef du Parti communiste français, et Staline, en particulier une fameuse rencontre de novembre 1947, où Thorez lui dit « Ah, si vous étiez venu jusqu'à Paris, tout aurait été changé », où Staline lui dit « Mais nous devions aller jusqu'à Paris. C'est la faute de ce Churchill qui a organisé un débarquement en Normandie. Sinon, nous venions jusqu'à Paris. » Bon. Je reviens au pacte germano-soviétique. Est-ce qu'on peut parler entre le nazisme d'un côté et le communisme de l'autre d'une connivence idéologique? Ah non, je ne crois pas, parce que les deux idéologies étaient très différentes. L'idéologie
nazie est une idéologie racialiste, l'idéologie communiste est une idéologie de classe, de lutte de classe. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est la structure de ces idéologies. Et c'est la place de l'idéologie dans le dispositif, qui est une place centrale. C'est le ressort fondamental. Je veux dire, sinon, on ne comprend plus rien. Quelle est la rationalité pour Hitler de mobiliser des trains, des camps, des soldats, des SS, etc., pour exterminer des juifs hongrois en juin 1944. Quelle est la rationalité ? La seule rationalité de cette opération, c'est l'idéologie racialiste. Bon, et de même, exactement au même moment, en février 44, quelle est la rationalité pour Staline de mobiliser 100 000 hommes de troupes du NKVD, des milliers de trains, de wagons, pour déporter en 5 jours toute la population tchétchène, 520 000 personnes, la plus grande opération de déportation de l'histoire mondiale? Quelle serait la rationalité si ce n'est se débarrasser de cette population rebelle qui empêche la progression du communisme? Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que ces hommes-là fonctionnaient d'une manière tout à fait rationnelle, mais de leur point de vue, pas d'une autre, évidemment. De notre point de vue à nous, qui sommes des gens, entre guillemets, normaux, démocrates, avec une petite rationalité pratique, politique, etc., ça paraît aberrant. Mais de leur point de vue, c'était parfaitement logique. Alors je vous cite un moment dans votre avant-propos. Vous dites: la guerre a créé un climat favorable à l'abandon des valeurs de la civilisation chrétienne et à l'émergence de la barbarie. Est-ce qu'on peut dire que l'Église, en dépit de ce qu'on peut dire de ce qui est dit généralement sur Pie XII, est-ce que l'Église, à travers la voix notamment de Pie XI, a été lucide sur ce phénomène par ses encycliques avant la guerre? Ah oui, non, mais je pense que je sais bien qu'aujourd'hui il est de mauvais ton de rappeler les racines chrétiennes de l'Europe. Mais enfin, en tant qu'athée, je vais me permettre de les rappeler aujourd'hui, bon, parce que ça me paraît fondamental. Et effectivement, c'est une chose qu'on semble oublier. Dans l'Allemagne nazie, jusqu'au 1er septembre 1939, et en dépit de son idéologie, Hitler, à cause des circonstances qui n'étaient pas des circonstances de guerre, et à cause du poids des valeurs chrétiennes, y compris dans l'Allemagne nazie, n'a pas pu mettre en œuvre ses plans d'extermination. Il faut rappeler, nous avons d'ailleurs un chapitre très intéressant dans ce volume de Jean-Marie Argelès, qui, un petit peu à la surprise générale, je lui avais demandé de faire un chapitre sur les victimes politiques du nazisme en Allemagne entre 33 et 39, avant la guerre. Bon, d'abord, il s'est aperçu qu'il n'y a aucune étude exhaustive sur cette question, ce qui est tout de même assez stupéfiant quand on sait à quel point en Allemagne on travaille sur le nazisme, et il a fait les comptes comme il a pu à travers tout ce qu'il a trouvé. Entre 33 et 39, les nazis ont assassiné à peu près, pour raisons politiques, 9000 personnes. 9000 personnes. Bien. Vous comparez, au même moment, je vous ai dit, Grande Terreur en URSS, 37-38, 700 000 personnes. Bon, donc on a déjà une différence d'échelle considérable. Le problème, c'est que Hitler, à partir du 1er septembre 39, s'est senti tout à fait libéré par la situation de guerre, et là, il a changé d'échelle. Il a rajouté quelques zéros à ces 9000 personnes. Donc les Juifs, les Slaves, les Tziganes, etc. Bon, donc vous voyez, c'est à ce niveau-là que la guerre a libéré véritablement de la même chose d'ailleurs pour Mussolini. Je le disais tout à l'heure, dans l'Italie mussolinienne, il y a eu très peu d'assassinats politiques à partir du moment où Mussolini a pris le pouvoir. Bien, ça se compte sur les doigts de quelques mains seulement. Bon, par contre, quand Mussolini a fait la guerre en Éthiopie, là, les fascistes italiens ont commis des atrocités tout à fait abominables. Donc on voit bien que la guerre est un moment qui permet de faire sauter les tabous qui, dans la société métropolitaine, je dirais, que ce soit la société italienne d'avant 1935 ou la société nazie d'avant 1939, et dans la mesure où ces sociétés sont fondamentalement des sociétés chrétiennes, à valeur chrétienne, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut d'ailleurs rappeler une chose, c'est que le gazage, les tueries de masse par gazage ont commencé en Allemagne, non pas en 1942 contre les Juifs, elles ont commencé en 1939, après le début de la guerre, contre les Allemands. Hitler a fait épurer les Allemands qui, racialement, n'étaient pas conformes, c'est-à-dire les malades mentaux, les infirmes, etc. Il faut savoir que
avant l'attaque contre l'URSS, entre septembre 39 et mai 41, il y a quand même 100 000 Allemands qui ont été gazés. Parce qu'ils n'étaient pas racialement conformes. Et il faut savoir que ces gazages ont été arrêtés au printemps 1900. Évidemment, c'était des opérations ultra secrètes organisées par la SS. Ces opérations ont été arrêtées au printemps 41 parce que l'Église catholique, ayant eu vent de ce qui se passait, même sans avoir de preuves, a commencé à se secouer sérieusement, et que la SS a considéré plus prudent d'arrêter tout au cas où ça ferait risquer de faire un scandale énorme. Donc, évidemment, il faut rappeler qu'effectivement, le pape Pie XI, en 1937, en mars 37, a publié 2 encycliques conjointes qui dénonçaient l'une le système nazi comme inhumain et l'autre le système communiste comme inhumain. Donc, alors bien sûr, l'expression totalitarisme existait, mais elle n'avait pas le sens qu'elle a aujourd'hui. Mais par contre, le fait de dire que c'était anti-humain, ça c'était assez clair, me semble-t-il. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Stéphane Courtois qui a dirigé le travail Une si longue nuit, l'apogée des régimes totalitaires en Europe 1935-1953. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, Stéphane Courtois, dans un instant. Je reçois Stéphane Courtois, historien spécialiste du communisme, et nous évoquons de manière générale ce concept de totalitarisme. Alors, Stéphane Courtois, vous avez publié dans Une si longue nuit une intervention de votre part, de votre grande spécialité, qui est le Parti communiste français. Et dès les premières lignes de votre intervention, vous affirmez qu'au fond se pose la question des liens entre le Parti communiste français et le totalitarisme. Et au fond, c'est répondre à la question de la pérennité de ce phénomène totalitaire communiste, à savoir fut-il un mouvement propre à Staline et disparaissant à sa mort, ou bien au contraire, un mouvement qui se perpétue jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 1991. Oui, là aussi, grande question historique qui est loin d'être tranchée. Il y a de nombreux débats, avec des gens d'ailleurs très sérieux, très honorables sur le plan intellectuel. Bon, de savoir si le totalitarisme s'est arrêté dans le monde communiste avec la mort de Staline, ou bien s'il a perduré. Bon, en ce qui me concerne, je pense qu'il a perduré, pour une raison très simple, c'est qu'il faudrait qu'on m'explique comment un système aussi structuré que ce système mis en place par Staline a pu s'évaporer en quelques heures ou en quelques jours ou même en quelques mois après la mort de Staline. C'est évidemment tout à fait absurde. C'est pour ça que, pour ma part, d'ailleurs ce sera ça a été l'objet du 3e colloque et ce sera donc l'objet de la publication du 3e colloque l'année prochaine. J'ai mis au point une espèce de petit dispositif intellectuel pour expliquer ça. Je pense qu'on a dans le totalitarisme des phases de ce que j'appelle de haute intensité, c'est les phases de grande criminalité, et puis des phases de basse intensité, c'est-à-dire où l'idéologie est moins prégnante, où les hommes sont moins cruels, etc. Bon, et autant on peut dire que, par exemple, on a un totalitarisme de basse intensité dans l'Allemagne nazie entre 33 et 39, autant ça devient un totalitarisme de très haute intensité entre 39 et 45. Bon, en URSS, on a la mise en place d'un totalitarisme de haute intensité entre novembre 17 et 1922 à peu près. Puis ensuite, ce totalitarisme revient à un niveau de basse intensité jusqu'en 1927. Et ensuite, il va reprendre un niveau de haute intensité à partir de 1928, puisque Staline relance la révolution communiste à ce moment-là, avec la collectivisation forcée, la création du goulag, l'industrialisation accélérée, etc. Et cette phase de haute intensité va commencer à atteindre son maximum en 1937 et ne va plus s'arrêter pratiquement jusqu'à la mort de Staline. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que la phase vraiment terrifiante, c'est la phase 37-53. Où là, avec des déportations massives, des assassinats massifs, la purge antisémite, etc. Et puis une réactivation très forte de l'idéologie avec le fameux Jdanov, et le jdanovisme. Bon, donc le débat est tout à fait ouvert. Moi, je vais contre les avis régnants, si je puis dire, puisque en gros, c'est l'idée de base d'Hannah Arendt. C'est que ce totalitarisme communiste est apparu en 1929, il s'est arrêté en 1953. Je ne suis absolument pas d'accord. Pour ma part, ce totalitarisme est né avant même 1917 avec Lénine, qui a inventé
intellectuellement complètement ce dispositif, et il est mort en 1991 avec l'effondrement de l'URSS. Bon, et d'ailleurs, je ferai gentiment remarquer à Anna Arendt, si elle était là, qu'il continue allègrement à fonctionner, par exemple, en Corée du Nord. Hein, on est dans un régime strictement totalitaire en Corée du Nord. Alors, venons-en au Parti communiste français. Comment arrivez-vous à lier le Parti communiste français à ce phénomène totalitaire international ? Si vous voulez... national, bien soviétique. Sûr. Alors, bien sûr, c'est toute la difficulté, parce que chacun sait que le Parti communiste français est un parti français, constitué de Français, et qui souvent ont un sentiment patriotique fort, etc. Et ils l'ont montré pendant la Résistance. Et en même temps, j'ai découvert à Moscou des archives absolument qui m'ont moi-même totalement ahuri, de constater à quel point, non pas le parti dans son ensemble, le dernier des militants, mais à quel point l'appareil, ce qui est fondamental dans un mouvement communiste, c'est-à-dire le noyau des révolutionnaires professionnels, comme aurait dit Lénine, à quel point cet appareil était sous un contrôle absolu des appareils de Moscou, appareil politique avec le Comintern, appareil policier avec le NKVD qui était l'ancêtre du KGB, et ensuite suggestion directe, je dirais, des chefs, par exemple de Maurice Thorez, au grand chef suprême, c'est-à-dire à Staline. Hein, et quand nous lisons ces sténogrammes des rencontres entre Thorez et Staline, c'est tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire, on a véritablement un chef et un subordonné, et le chef donne ses ordres. Hein, et par exemple, quand en novembre 1944, Thorez, qui a passé toute la guerre en URSS, va rentrer à Paris, alors que le général de Gaulle est en train d'aller à Moscou pour signer ce qu'il a appelé la belle et bonne alliance avec la Russie, eh bien, Thorez est reçu au Kremlin, et Staline lui dit très clairement, vous allez rentrer, vous n'avez qu'un seul ennemi politique, vous n'avez qu'un seul objectif politique, vous devez liquider politiquement de Gaulle. Bon. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser tous les moyens, vous pouvez vous allier avec qui vous voulez. Je m'en fiche. Vous liquidez politiquement De Gaulle. Une fois qu'il sera liquidé, on reprendra la question. Bon. On était là le 18 novembre 1944, et puis, comme vous savez, le 30 janvier 1946, c'est-à-dire un peu plus d'un an plus tard, le général de Gaulle donnait sa démission, et il en prenait pour 10 ans de traversée du désert. Bon. Donc, et l'objectif était atteint. Et on avait, après le départ du général de Gaulle, 5 ou 6 ministres communistes dans le gouvernement, etc. Donc, et Maurice Thorez a failli être le Premier ministre, hein, il faut rappeler ça. En novembre 46, Maurice Thorez a failli être président du Conseil. Donc, et c'était d'ailleurs la stratégie de Staline, hein, de pénétration en Europe de l'Ouest, pénétration dans les institutions démocratiques, pénétration dans les instances de l'État, etc. Alors, il y a une adhésion, vous le dites clairement, à la notion de dictature de prolétariat, au principe du chef. Tout à fait. Mais la terreur de masse, est-ce qu'on peut dire que le Parti communiste français considérait la chose comme normale ? Tout à fait. Par exemple, au moment des grands procès de Moscou, c'est-à-dire en pleine grande terreur de 1936-38, le Parti communiste tenait meeting à Paris et partout pour approuver les condamnations à mort des chiens de trotskistes. Hein, c'était l'expression de l'époque. Bon, ils ont même publié des brochures rapprochant la terreur de la Révolution française et la terreur soviétique du moment, hein, et disant mais dans toute révolution il y a des traîtres, il y en avait dans la Révolution française, on les a guillotinés, on voit pas pourquoi il n'y en aurait pas dans la Révolution soviétique. Bon, il faudrait rappeler le soutien constant du Parti communiste français à toute l'action de l'Union soviétique, même après la mort de Staline. Bon, pendant que Staline était là, évidemment, c'était à 100%, mais par exemple la révolution hongroise de 1956, chacun sait ou devrait savoir que le Parti communiste avait totalement soutenu l'intervention soviétique, avec ce fameux article d'André Steel dans l'Humanité, revenant de Budapest, le sourire de Budapest. Hein, alors que il y avait 3 ou 4 000 morts à Budapest tués par les troupes soviétiques et que 200 000 Hongrois quittaient la Hongrie en quelques semaines. Hein. Bon, le sourire de Budapest. Bon, et jusqu'au bout, hein, il faudrait quand même rappeler que Georges Marchais à la télévision française, mais depuis Moscou en 1979, approuvé totalement l'intervention soviétique en Afghanistan. Donc, il y a eu un soutien constant. Donc, il y a une complicité morale et politique tout à fait évidente. J'étais d'ailleurs très surpris au moment de la publication du Livre Noir de voir que le Parti communiste français, et Robert Hue en particulier, qui voulait faire bouger les choses, n'avait pas profité, je dirais, de cette occasion pour commencer
un examen de conscience un peu plus sérieux. En tous les cas, Stéphane Courtois, vous permettez à beaucoup de générations à faire cet examen de conscience et je vous en remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous dirigez en fait une grande œuvre consacrée au totalitarisme. Il y a 2 ouvrages qui sont parus à ce jour. Le 2e tome dont nous avons parlé au cours de cette émission s'appelle Une si longue nuit, l'apogée des régimes totalitaires en Europe, 1935-1953, paru aux éditions du Rocher. Je pense, Stéphane Courtois, que nous nous retrouverons bientôt à ce micro. Très volontiers. Merci et à la semaine prochaine.